Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. La province du Qinghai est située dans le nord du plateau Qinghai-Xizang. Le fleuve Changjiang, le fleuve Jaune et le fleuve Lancang prennent leur source au sud de la province. Le plateau de l'Eus se situe à l'est, tandis que l'aile ouest abrite le bassin aride du Chaidam. Commençons notre voyage au Qinghai par l'exploration du passé d'un grand lac à travers une petite rivière. Ensuite, en remontant le cours d'eau, suivons les aventures d'un groupe de petits poissons courageux. Enfin, rendons-nous dans les prairies pour raviver de lointains souvenirs. Cette crevasse, qui a seulement 2 mètres de large, ambitionne de dégeler une vaste couche de glace s'étendant sur plus de 4000 km². Pendant plus de 3 mois par an, le lac Qinghai est gelé. Mais cette crevasse annonce le dégel. La province du Qinghai a été baptisée en l'honneur de ce lac. Le lac Qinghai d'antan coulait vers l'est pour se jeter dans le fleuve Jaune. Il y a 130 000 ans, les monts à l'est du lac se sont élevés et ont bloqué le cours du fleuve. Les eaux sont donc revenues pour rejoindre le lac Qinghai. Depuis lors, les eaux y entrent sans sortir. Ce lac d'eau douce est ainsi devenu le plus grand lac salé intérieur de la Chine. La plupart des poissons du lac ont disparu, mais un seul s'est adapté avec ténacité. Autrefois carpes du fleuve Jaune, ils ont au cours de dizaines de milliers d'années peu à peu perdu leurs écailles pour faire évacuer le sel et l'alcali de leur corps. Bien qu'ils vivent en eau salée, ils gardent des habitudes de poissons d'eau douce. Par exemple, ils rentrent dans leur berceau en aval lors du frai. Une épreuve éliminatoire commence. Seuls les huangyu de plus de 150 grammes osent remonter le courant. Vivant dans le lac Qinghai, situé sur un plateau, il faut au moins 4 ans pour l'atteindre. Pourtant, en été, le niveau des eaux change à tout moment. Les rapides se transforment parfois, en quelques instants, en gués.
En constatant le dénivelé distinct du lit de la rivière, les habitants locaux ont décidé de transformer la haute plateforme en plusieurs marches afin d'aider les poissons. Mais un groupe de mouettes rieuses ingénieuses ont découvert ce lieu. L'été est la période idéale pour la dégustation. Les poissons doivent prendre une décision rapide pour ne pas être mangés. Seuls les meilleurs huangyu peuvent prolonger leur existence. Chaque année, les vastes eaux du lac Qinghai attirent des hôtes volants dont certains viennent de traverser l'Himalaya. Être un papa et une maman cormoran est difficile. Certains de leurs bébés sont encore des œufs, quand d'autres sont déjà presque aussi grands qu'eux. Les oiseaux qui jacassent sont tous gloutons, mais ne vous inquiétez pas, il y a assez de nourriture ici pour satisfaire l'appétit de tous. Ne vous méprenez pas, les cormorans aux bras ouverts ne cherchent pas à se faire câliner. Leur poil noir est en fait une combinaison qui leur permet de se déplacer plus rapidement dans l'eau. Mais il faut la faire sécher au soleil. Chaque année, au moins 300 000 oiseaux aquatiques viennent passer leurs vacances au lac Qinghai grâce à la protection des habitants des environs. Cette route inondée menait autrefois à l'île aux oiseaux. La zone a été fermée afin d'assurer la reproduction des oiseaux migrateurs. Les traces de l'activité humaine ont été progressivement remplacées par la nature. En quittant les lieux, les gens ont montré leur respect envers ces créatures. De vastes terres s'étendent au bord du lac Qinghai. En 1958, de nombreux experts sont arrivés sur la rive nord. Leur mission était de développer la bombe atomique. Ils ont transformé certains ateliers en bunkers et les ont recouverts de gazon afin de tromper les satellites espions les plus avancés de l'époque. Les lettres devaient être réexpédiées depuis Beijing vers ici, et le destinataire ne savait jamais que l'expéditrice, sa femme, travaillait dans la pièce voisine. Les efforts d'innombrables personnes pour rester dans l'anonymat ont été récompensés avec éclat en 1964. Parmi eux, il y avait des noms célèbres. Mais plus de 10 000 autres personnes ont aussi accouru vers le lac Qinghai dans la fleur de l'âge. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, beaucoup d'entre eux avaient déjà les tempes grisonnantes. Une réalisation ambitieuse a vu le jour grâce à la convergence d'innombrables gens du commun. La suite du voyage nous emmène au berceau d'un grand fleuve, puis à la renaissance d'une ville dans la vallée, et enfin à une joyeuse fête sur le plateau. Pendant au moins 2000 ans, les Chinois ont recherché la source du fleuve Changjiang.
Ce n'est que le 13 janvier 1978 que la Commission des ressources en eau du fleuve Changjiang a finalement confirmé qu'il naissait dans la montagne enneigée devant nous, le Geladingdong. Les Chinois savent que chaque fleuve se jette à l'est dans la mer. Ce qui les intéresse le plus est donc de connaître leur origine. Au sud-ouest du Geladingdong se trouve une vallée où l'altitude diminue et la température change, de sorte que même les glaciers plats ont une texture rugueuse. Au fur et à mesure que l'altitude diminue, le glacier, qui ne peut plus tenir, cède la place aux eaux, qui sont peut-être les premières gouttes du fleuve Changjiang. Depuis des milliards d'années, les eaux de fonte serpentent à travers le plateau et se rencontrent à maintes reprises. Finalement, un grand fleuve naît, commençant son long voyage. De mai à septembre de chaque année, la mousson d'Asie du Sud apporte d'abondantes précipitations dans cette région située au pied nord des monts Tanggula, dont une partie va dans le fleuve Changjiang et l'autre dans le fleuve Lancang. Le plateau humide abrite des animaux rares. Un félin apparaît devant nous sur l'herbe enneigée. Ce léopard des neiges, qui vient de profiter d'un gros repas, profite du soleil. C'est une espèce mystérieuse qui vit loin des humains. En tant que roi de la chaîne alimentaire, pendant des décennies, il fut difficilement observable. Mais selon les statistiques les plus récentes de 2022, on en compte 101 dans cette région, ce qui indique un écosystème très stable. Le mérite revient à la création de la réserve naturelle de Sanjiangyuan. Pour l'homme, c'est une terre dangereuse et inconnue, mais pour la faune, il s'agit d'une vaste zone d'environ 190 km² où tous les animaux courent librement comme leurs ancêtres. Les milieux du plateau Qinghai Xizang abritent le berceau du fleuve Changjiang, du fleuve Jaune et du fleuve Lancang. C'est l'une des régions les plus riches au monde en ressources en eau. Pour garder sa pureté et protéger la source des trois fleuves, on laisse aux générations futures, avec leur respect, une nature éternellement durable. Un tremblement de terre a laissé cette cicatrice mesurant 30 cm de large et plus de 700 mètres de long. Il a déchiré cette étendue de terre et a aussi brisé le sommet de cette montagne.
Situé dans la zone sismique himalayenne méditerranéenne, le Qinghai est sujet aux tremblements de terre. Heureusement, la plupart des tremblements n'affectent pas la vie des gens. Sauf celui du 14 avril 2010 à la magnitude de 7,1. Ce matin-là, un désastre a soudainement frappé Yushu. La vie ordinaire des habitants fut bouleversée et la plupart des bâtiments qu'ils croisaient tous les jours furent réduits en ruines. À cause de l'altitude élevée et du manque d'oxygène, on ne peut bâtir efficacement que moins de 6 mois par an. Pourtant, le désir de reconstruire leur foyer a encouragé les gens à surmonter les obstacles. Ils ont effectué des travaux de secours en reconstruisant rapidement les bâtiments. 53 jours après le désastre, le bâtiment principal du premier lycée des minorités nationales était achevé et, l'année suivante, les enfants étaient de retour. 118 jours après le désastre, un hôpital moderne avait émergé, plus grand qu'avant. En 3 ans, les 39 149 foyers de Yushu avaient tous été relogés dans de nouvelles maisons. La plupart des personnes qui ont contribué à ce miracle ne venaient pas du plateau. Ils ont travaillé sans se faire remarquer. Lorsque la ville a pris sa nouvelle apparence, ils sont repartis en silence. Ce miracle sur le plateau manifeste la solidarité des compatriotes de tout le pays. 好的，观众们，现在我们看到的是玉树赛马会的比赛现场，可以看到看台上已经坐满了观众，大家热情十分高涨，这是1年1度的盛会。好的，比赛猝不及防的开始了。首先进行的是男子400米的牦牛骑行赛。牦牛随机性非常强哈，像这位白衣选手显然是没有摸准牛的脾气，被匹马家选手轻易反超。好的，最后一个弯道，赛段的争夺非常激烈啊。我们看到第2梯队与第1梯队的差距正在逐渐缩小。好的，3位选手几乎是同时冲过了终点线。Durant les Jeux du plateau, il ne faut que répéter les efforts du travail agricole quotidien. Ainsi, pour la compétition d'haltérophilie, on ne soulève pas d'haltères, mais des sacs de sable. Celui qui peut soulever un sac de 200 kg triomphe. La marche à cheval n'est pas seulement une compétition de vitesse, mais aussi d'entrain et de dynamisme. Les joueurs s'inquiètent du climat. S'il pleut, ils seront couverts de boue. Cela les rendra tout de suite moins beaux. Le bonheur est un caractère inné du plateau. Non loin de là, le fleuve Changjiang sort du Qinghai et court vers l'est avec la joie et la bénédiction du plateau. Arrivons à Rosil, une région dépeuplée. Ici, les yaks sauvages sont robustes et les antilopes tibétaines qui viennent de donner naissance à leurs petits sont sur la route. En chemin, elles sont constamment à l'affût des loups. Rosil est coloré. Les lacs sont bleus dans cette région qui compte le plus grand nombre de lacs en Chine. La plupart d'entre eux sont des lacs à forte teneur en sel. L'eau n'y est donc pas potable. La terre est rouge en raison du fer déposé lors de la formation de Rosil. Ce genre de sol est très infertile. Ce n'est qu'en été que des plantations vertes apparaissent. Pour les humains, cette région inhabitée ne convient pas à leur survie, mais les autres créatures ont trouvé leur place.
regardant un yak sauvage d'en haut, on pense qu'il est petit. Mais en réalité, il est plus grand qu'un homme adulte à l'épaule et si puissant qu'il peut facilement renverser une Jeep. Leur grande taille les rend pratiquement invincibles sur le plateau, mais leur corps lourd est aussi un fardeau. Le plateau ne les nourrit que d'herbes de moins de 15 cm de haut. Pour se nourrir, les yaks sauvages doivent se déplacer sans cesse. Ils avancent après une bouchée. S'ils ne vont pas assez loin, ils n'auront pas assez à manger. Pour s'adapter au manque d'oxygène sur le plateau, la trachée du yak sauvage grossit de sorte qu'une grande inspiration suffit à le supporter. L'adaptation est le mot-clé de la vie sur ce plateau. Chaque été, les antilopes tibétaines femelles se précipitent vers plusieurs sites de mise bas, dont le lac Juonai. Elles retournent dans leur pâturage d'hiver à des centaines de kilomètres de là, très vite après la naissance du bébé. Les prédateurs connaissent bien cet itinéraire de migration, car les bébés, ils sont à leur portée. Pour survivre, les petits doivent apprendre à se tenir debout dans les 10 minutes suivant leur naissance, à courir dans les 30 minutes, puis à suivre leur mère de près durant un long et pénible voyage. Le loup est l'un des principaux prédateurs de l'antilope tibétaine. Mais ce loup est repéré et donc désavantagé. Les antilopes tibétaines ont évolué au fil des ans pour avoir un cœur plus gros et plus fort, ce qui leur permet de courir sans cesse à 80 km/h pendant plus d'1 heure. Ce loup n'a aucune chance. Il ne sait pas non plus s'il pourra rechasser. Ce plateau traite tous les animaux sur un pied d'égalité. L'ours brun sait qu'il est moins rapide, alors il tente sa chance avec des proies plus petites. Il saute dans la rivière pour rattraper un poisson ou cherche un terrier de lièvre siffleur dans les herbes. Même si chaque chasse semble facile, pour se nourrir, il faut continuer à être actif. Chaque espèce vivante a sa propre façon de survivre dans les rudes conditions de Rosshill. Sur le bassin du Chai Dam, explorons les traces du vent dans la jungle de Yardang. Retraçons l'histoire du sel dans un lac coloré et découvrons la vie des travailleurs du pétrole dans un petit bourg. La source Icon coule et jaillit du sol, créant son œil du diable. Il y a 800 millions d'années, l'hémisphère nord, dont le bassin du Chai Dam, était un océan d'une profondeur insondable. Au cours des 100 millions d'années suivantes, la Terre a continué à s'élever et le bassin du Chai Dam a été soulevé de plus de 2000 mètres. L'œil du diable est né là où la mer est venue. Ses pupilles sont troubles, car la source transporte une grande quantité d'ions de fer et de soufre du sol. Lorsque l'eau s'assèche, la sclérotique devient rouge rouille.
y a un siècle, on l'a enregistré pour la première fois. Comparé aux centaines de millions d'années qu'il a fallu à la mer pour se transformer, un siècle n'est qu'une poussière du temps. Le vent a aussi pénétré dans cette terre vierge et y a laissé son empreinte. Au début, le vent trouvait des creux et se frayait un chemin. Avec le temps, il a créé sa propre autoroute. Le vent souffle toujours. Les visiteurs viennent ici et découvrent la vie dans ce paysage apparemment stérile. Par exemple, ce lion, ce visage et même ce grand château sont tous des œuvres du vent. On constate que le vent a aussi dessiné des lignes de courant sur certains ouvrages géants, et c'est ainsi que les baleines nagent sur la terre. Vers la direction d'où vient le vent, on voit la tête ronde mais raide de la baleine. Sa queue lisse et douce se forme à l'encontre du vent. Mais le vent ne s'arrête jamais, il continue de souffler, de sorte que dans les jours à venir, ces baleines vont lentement s'enfoncer jusqu'à devenir une nouvelle plaine. Ici, toute imagination est bienvenue. Au milieu des paysages Yardang, une zone ressemble particulièrement à Mars. Certains ont apporté des installations pour simuler un camp martien. Pour créer un effet spécial, parfois il suffit juste de 2 pelles. Si vous ne voulez pas vous amuser comme ça, vous pouvez faire face au même soleil et réaliser votre propre film martien. Dans le bassin du Chai Dam, la mer s'est effacée en silence, mais il en reste encore des traces. Par exemple, ses plages blanches et ses côtes. Pourtant, ce n'est pas du sable, mais du sel. La mer qui n'a pas disparu est le lac salé d'aujourd'hui. La forte salinité rend le lac tranquille, si bien qu'ici, il y a souvent 2 ciels, l'un en l'air et l'autre caché dans le miroir de la terre. Ainsi, lorsqu'on navigue ici, on peut pénétrer dans les nuages. Autrefois, le sel du Chaka était transporté hors du lac le long de cette étroite voie ferrée. Et des 2 côtés se trouvaient des sauniers. Plus tard, les puits d'extraction de sel ont pris l'aspect d'émeraude. La couleur verte varie d'une nuance à l'autre sans cesse. Le mini-train à voie étroite a pris sa retraite à la fin du siècle dernier et un nouveau train a pris le relais pour transporter les visiteurs dans les profondeurs du lac salé.
Ils imaginent l'original dans les restes de la mer. Tout visiteur doit d'abord la connaître, puis la vénérer et enfin s'en inspirer. Le gobi du bassin du Chai Dam n'est pas propice à l'habitation humaine, mais ici, nous trouvons quelques traces de vie humaine. Après sa fondation, la République populaire de Chine a connu une pénurie de pétrole. En 1955, une équipe de géologues est arrivée ici. Ils étaient convaincus qu'il y avait du pétrole dans ce bassin, où des sédiments s'étaient accumulés pendant 30 millions d'années. Un an plus tard, des jeunes de tout le pays se sont rencontrés ici. Et le mot Langhu est apparu sur la carte de la Chine. Ils ont peut-être transféré leur paix à leurs parents éloignés dans cette banque, ont vu des films dans ce cinéma. Et leurs enfants ont appris les mathématiques ici. Les gens des 4 coins du pays sont devenus voisins, collègues et familles dans ce petit bourg désolé. À l'époque, la Chine comptait 4 grands gisements de pétrole, dont celui de Langhu. Lorsqu'ils sont partis, toutes les traces de leur vie sont restées sur cette terre pour l'éternité. 再见。再见。再见。再见。再见。Au nord-est du bassin du Chai Dam, chaque miroir agit tel un tournesol actif toute la journée, puis rejette proprement l'énergie solaire dans la tour centrale. À De Lingha, le soleil brille en moyenne 3200 heures par an. 27 135 miroirs permettent aux températures près de la pointe de la tour d'atteindre les 700 degrés Celsius. Cette chaleur est convertie en électricité à la base de la tour, qui peut être utilisée par 80 000 ménages. En prônant l'écologie, le Qinghai travaille d'arrache-pied pour devenir un centre national d'énergie propre et le soleil chaud du Chai Dam permet d'alimenter votre vie. Prenons le chemin de fer Qinghai-Xizang, principale artère menant au Xizang. Traversons les majestueux monts Kunlun, utilisons un pont comme route dans la toundra et enfin allons jusqu'au mont Tanggula, atteignant ainsi le point culminant des chemins de fer sur Terre. Sous les nuages sombres, le plateau subit des pluies torrentielles. En 1984, il a fallu 26 ans à un groupe de cheminots pour achever la première phase du chemin de fer Qinghai-Xizang, long de 814 km. Les monts Kunlun bloquaient le passage. Et derrière eux, le plateau présentait toutes sortes de difficultés jamais vues dans l'histoire de la construction ferroviaire. Néanmoins, l'homme trouve toujours des solutions. La deuxième phase qui a débuté en 2001, bien que longue de 1142 km, soit 40% de plus que la première phase, a été construite en moins de 5 ans.
Les monts Kunlun, dont l'altitude moyenne est environ de 6000 mètres, sont si majestueux que la partie la plus étroite mesure 130 km de large, ce qui rend l'enjambée directe presque impossible. Mais même les plus hautes montagnes sont accompagnées de rivières. La vallée fluviale en pente douce sert de passage au chemin de fer Qinghai Xizang pour traverser les monts Kunlun. En franchissant monts et rivières, on surmonte tous les obstacles. Comme ici, la température en hiver est très souvent inférieure à moins 35 degrés Celsius, lors de la construction de ces piliers, 4 fours étaient allumés de haut en bas à l'intérieur pour que le béton des piliers puisse être maintenu à plus de 15 degrés Celsius afin de consolider. Les constructeurs ont brûlé plus de 3000 tonnes de charbon pour maintenir la chaleur du pont. Le projet était particulièrement difficile. À 3600 mètres d'altitude, les ouvriers ont dû faire face à un froid extrême, une faible pression, un manque d'oxygène, des tempêtes de neige, de fortes radiations ultraviolettes et même des tremblements de terre. Il a fallu 20 mois à 800 cheminots pour ériger le premier pont du chemin de fer Qinghai Xizang. Sur l'autre flanc des monts Kunlun, la voie ferrée a été posée sur du pergélisol, constitué par les roches et sols glacés. La glace rétrécit en se transformant en eau et l'eau grossit en se transformant en glace. Chaque phase est mortelle. Avec différents types de pergélisol, il est difficile de prévoir quand le pergélisol va grossir ou rétrécir, ou même quand il va se déformer. Le grand pont de Tsingshui-he, d'une longueur de 11,7 km, comporte un pilier tous les 8 mètres environ. Il y a 1367 piliers au total. C'est la solution des chercheurs pour le problème complexe du pergélisol, remplacer la route par un pont. Le nom du mont Fanghuo, vent et feu, vient du fait que le mont Brun-Rouge semble avoir été brûlé à d'innombrables reprises. Il fait très froid ici. La saison froide dure 8 mois par an. Mais pour les cheminots, le froid n'était pas un souci. C'est la chaleur qui les inquiétait le plus. Cette zone de pergélisol est née il y a des dizaines de milliers d'années. À certains endroits, elle est composée à moitié de sol et à moitié de glace. Si le pergélisol fond, les tunnels risquent de se fissurer. La construction d'un tunnel dans ces conditions, une expérience inédite dans le monde, est extrêmement difficile. Malgré cela, le tunnel du mont Fanghuo a été achevé 8 mois avant la date prévue. Ce succès ne s'est pas produit du jour au lendemain. En 1961, les chercheurs chinois se sont installés dans cet endroit au froid polaire et ont passé 40 ans à mesurer en continu 12 millions de groupes de données pour résoudre ainsi les problèmes d'isolation du tunnel et de refroidissement des fondements. Aujourd'hui, les trains peuvent circuler sûrement sur ce pergélisol, car sous les voies se trouvent des fondations solides conçues par des générations de chercheurs avec dévouement et persévérance. Ainsi, pont après pont, tunnel après tunnel,
le chemin de fer a finalement atteint le point culminant des chemins de fer sur Terre, le col du Tanggula. De l'autre côté du Tanggula, c'est le Xizang. Pour notre dernier voyage, rendons-nous à Xingqiuhai pour trouver l'ancienne origine du fleuve jaune. Suivons-la pour rencontrer des glaciers anciens. Enfin, disons au revoir au Qinghai et dirigeons-nous à l'est. La cordillère de Bayanhar ne fait pas partie des 5 grands monts. Ce n'est ni l'une des plus célèbres montagnes bouddhistes et taoïstes, ni l'une des 10 premières montagnes de la Chine en termes de hauteur, mais elle reste pourtant majestueuse. En survolant son pied nord, des centaines de lacs de toute taille sont parsemés telle la Voie lactée sur Terre. Aucun lac n'est très grand, mais ils forment ensemble la vue de Xingqiuhai, la mer d'étoiles. Ces lacs se déversent dans des rivières sinueuses. En alternance de la rencontre et de la division, ces petites étoiles étincelantes deviennent 2 grands lacs, le lac Jialing et le lac Heling. Après avoir accumulé encore plus d'énergie, ils repartent et se rejoignent sous un nom commun et connu, le fleuve jaune. Le fleuve jaune serpente le pied de la cordillère de Bayanhar. Atteignant la cime principale, Nianbaoyuzi, alors que d'anciens glaciers descendent jusqu'à 5369 mètres d'altitude. Au fil du temps, les glaciers voyagent. En emportant les rochers dans leurs valises, ils polissent peu à peu les vallées. En creusant la terre, ils remplissent les trous eux-mêmes avec les eaux de fonte de la glace. Ainsi, dans ces vallées, des lacs se forment. La cordillère de Bayanhar distribue une partie des eaux de fonte au fleuve Changjiang et au fleuve jaune. Au cours de son long voyage vers la mer, le fleuve jaune accueille tous les cours d'eau. Dans les monts Tilian à l'est, les eaux de fonte des sommets s'ajoutent aux précipitations pour former de multiples rivières qui, sur leur chemin vers le fleuve jaune, créent une vaste zone agricole fertile. Chaque année, en juillet, Menyuan se pare de 2 couleurs, le jaune pour les fleurs de colza et le vert pour l'orge tibétaine. Le colza laisse tomber beaucoup de fleurs et de feuilles pour fertiliser le sol, alors que l'orge tibétaine, avec moins de feuilles, restitue moins de nutriments à la terre. Ainsi, la rotation des 2 cultures contribue à la fertilité du sol.
Les apiculteurs partent de l'Est avec leurs abeilles à la recherche de fleurs. Des ruches trop serrées peuvent amener les abeilles ouvrières à se perdre et même se battre avec les abeilles gardiennes. Attention, il est dangereux de se mêler à la bagarre. Après 3 semaines, les apiculteurs chargent les ruches pour se diriger vers l'ouest, où les fleurs sont sur le point d'éclore. Xining, chef-lieu de la province du Qinghai, est connu pour sa végétation luxuriante. On y vit depuis les temps anciens. Relié aux monts Qinling et Longshan à l'est et au territoire de l'ouest à l'ouest, c'est une ville importante pour les ambassadeurs et les marchands qui voyagent entre l'Orient et l'Occident. On rencontre de nouveaux amis ici. Pendant des milliers d'années, les différentes ethnies y ont construit ensemble leur foyer commun. Aujourd'hui, cette terre accueille toujours de nouveaux arrivants. Si vous voyagez vers l'ouest, vous verrez les meilleurs cyclistes du monde faire le tour du lac à toute vitesse. Vous visiterez aussi un ancien monastère et trouverez une route qui s'étend dans le désert de Gobi. Si vous partez vers le sud-ouest, vous rencontrerez notre vieil ami, le fleuve jaune. Dans la gorge de Longyang, le fleuve jaune ralentit à pas lourd. Après un voyage de 242 km, il sort du Qinghai. Le fleuve jaune a différents visages. Des glaciers anciens aux eaux claires et calmes devant nous, en passant par les cordillères enneigées et les lacs dispersés comme les étoiles, nous constatons ces changements constants. Sans turbulence, ni rizière fertile, chaque grain de gravier témoigne du long voyage de ce grand fleuve. En quittant la gorge de Longyang, chaque goutte d'eau est sur le point de gronder et de déferler. Elle se transforme en leuce jaune et traverse plus de la moitié de la Chine avant de se jeter dans la mer. À ce moment-là, le fleuve jaune reste calme malgré ses grands bouleversements, car il a déjà rencontré le froid des montagnes enneigées et la chaleur de la patrie.